13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal parle de la présidence de la République. En ce jour à Kinshasa, dans le cadre de la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes et les directeurs généraux des douanes des pays africains ont été reçus ici à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pierre Kibambe Somoïsa nous fait le point. Kinshasa abrite la 31e session de la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, l'Américain Ian Sanders, et des directeurs généraux de douanes venus de différents pays d'Afrique se retrouvent dans la capitale de la RDC pour prendre part à ces assises. La forte délégation des participants à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et centrale a été reçue ce jeudi 29 mai 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite de courtoisie et d'échange, précise Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali, aux côtés du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. Cette session constitue une plateforme d'expérience et de renforcement des capacités qui peuvent contribuer à l'objectif des réformes dans le cadre de la modernisation du système douanier de la RDC et de ces mécanismes de perception fiscale. De la représentation de l'État dans la jointe venture minière et celle de la cession de l'État congolais des actions par les sociétés minières détentrices des permis d'exploitation. C'est l'un des sujets débattus le vendredi 30 mai 2025 au Conseil de ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de suivre ici un extrait lu par le porte-parole de chef de l'État, Patrick Mouyaya Katembwe. Dans cet esprit de souveraineté économique et au cours de la 29e réunion du Conseil de ministres tenue en date du 19 novembre 2021, le président de la République a rappelé qu'il avait instruit le ministre de Mines, en coordination avec celui du portefeuille, de procéder à un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers de l'État dans les entreprises concernées. Ces contrôles devaient notamment identifier de manière exhaustive les actifs miniers résultant des amodiations, évaluer les recettes qui auraient dû être perçues par les trésors publics, vérifier les modalités de désignation et de la légitimité des représentants de l'État au sein de ces structures. Près de 3 ans plus tard, il est constaté que les résultats escomptés, notamment ceux permettant de clarifier la représentation effective de l'État dans les sociétés minières, ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, la situation dans les joint ventures minières, où l'État est censé jouer un rôle stratégique, demeure marquée par un manque de transparence préoccupant. Cette opacité nuit à la bonne gouvernance du secteur extractif et freine les efforts de mobilisation optimale des recettes publiques. Ce déficit de clarté et de reddition de comptes est inacceptable, car il compromet les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de justice économique, de développement durable et de consolidation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Le président de la République a insisté sur le fait que la gestion de ressources minières n'est pas seulement une question économique, elle engage notre responsabilité devant la nation et les générations futures. Elle exige intégrité, rigueur et sens élevé de l'intérêt général. De ce qui précède et pour permettre au gouvernement de prendre les mesures correctrices nécessaires, il a instruit le ministre des Finances, le ministre de Mines ainsi que celui du portefeuille, en collaboration étroite avec son cabinet, à mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée de lancer un audit exhaustif et systématique des actifs miniers relevant de la participation de l'État, évaluer la gouvernance de sociétés concernées, proposer des mécanismes de redressement des meilleures structurations de la présence de l'État dans les secteurs.
Vous venez de suivre là le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, sur la réunion du Conseil des ministres à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vient d'autoriser l'instruction judiciaire à charge du ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Katembwe. Les députés nationaux ont adopté le rapport de la commission spéciale saisie sur le réquisitoire du procureur général Anibalaka. La Chambre basse du Parlement poursuit activement ses travaux de la session de mars. Lors de la plénière du vendredi 30 mai 2025, deux temps forts ont retenu l'attention. Il s'agit du contrôle parlementaire sur la gestion de la RVA et l'examen des projets de loi visant la réforme de la fonction publique. Le directeur général de la RVA, Ngoma Mbaki, a été auditionné sur la redevance GoPass. Concernant la préoccupation de l'honorable président de l'Assemblée nationale au sujet des ascenseurs, je voudrais préciser qu'il s'agit des remplacements des ascenseurs de tour de contrôle de ces deux entités aéroportuaires dont les hauteurs sont respectivement de 34 et 29 mètres. Peu convaincu par ces explications, le député Claude Missaré a dénoncé ce qu'il qualifie d'escroquerie de longue date contre la population et a exigé la création d'une commission d'enquête. Une démarche soutenue par le président Vital Kamerhe qui a toutefois rappelé la nécessité de respecter la présomption d'innocence. Sur les plans législatifs, deux projets de loi réformant la sécurité sociale et les statuts des agents publics ont été jugés recevables. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a tenté de rassurer les élus face aux préoccupations liées au recrutement irrationnel, à la politique salariale et à la contractualisation. Aujourd'hui, dans la fonction publique, il est difficile d'utiliser un informaticien bardé de diplômes, expert, un crack qui peut aider l'État, tout simplement parce qu'il a 50 ans. L'âge étant plafonné à 35 ans. Et ici, par cette innovation, nous ouvrons la possibilité pour l'administration publique, pour l'État, d'utiliser ses compétences. Parce que si nous ne les faisons pas, nous n'allons pas freiner l'hémorragie de la création de plusieurs structures d'experts autour de ministères, autour de nos administrations, de la retraite et du droit à la pension de retraite à titre posthume. Je suis là, j'ai cette question des fonctionnaires et agents de l'Assemblée nationale, j'avais déjà dit au vice-premier ministre qu'elle fera l'objet d'un examen minutieux. Je n'ai engagé ni un attaché de bureau ou quoi que ce soit. Non, ça nous sommes en train de tuer nous-mêmes le pays, puisque l'enveloppe reste la même. Mais vous engagez des gens et puis on arrive dans le dépassement budgétaire, on commence à se poser des questions. Enfin, la plénière a été marquée par la lecture d'un nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, demandant l'autorisation d'instruction contre les ministres d'État Constant Mutamba pour ses propos tenus au Palais de Justice le 26 mai dernier. Vous avez aussi suivi le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui était devant les élus du peuple. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains et des personnes déplacées, Paola Gavira. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la restitution de sa mission, de la mission qu'elle a effectuée dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous dit Chimène Dondo, Pompon Umba et Djoukoukou dans ce reportage. C'est un signal fort que la RDC a voulu envoyer à la communauté internationale. En recevant à Kinshasa la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit de personnes déplacées, Paola Gaviria, la première ministre Judith Suminwa Tuluka réaffirme l'engagement du gouvernement à répondre aux souffrances de populations de l'Est déplacées par des conflits armés sans fin. L'objet de la réunion était justement d'écouter ses premières remarques par rapport à ce qu'elle a vu. La situation concernait les déplacés dans tout le pays. C'était pas seulement dans l'Est, mais c'était aussi dans la périphérie de Kinshasa. C'était aussi pour les différents cas. Elle a eu l'occasion de discuter des différentes problématiques avec des ministres concernés bien avant. Et aujourd'hui, on a fait le tour d'horizon autour de la première ministre pour lui permettre d'avoir des éléments supplémentaires qui vont lui permettre d'étoffer son rapport, parce que la communauté internationale qui est rattachée sur cette question des droits de l'homme puisse être pleinement informée, mais pour que nous aussi,
gouvernement, avec les recommandations qu'elle a formulées, nous puissions tirer les conséquences pour que nous puissions avoir une action plus efficace dans le sens de garantir les droits de ces personnes déplacées, dans le sens de veiller à ce que ces personnes déplacées retournent chez eux dans de bonnes conditions. Pendant 5 jours, la responsable onusienne a sillonné le territoire meurtri de Beni, Bunia et Goma, au plus près de ces milliers de vies déstabilisées. Un témoignage précieux porté désormais à la connaissance du gouvernement congolais qui s'est dit attentif et déterminé. I was there for 4 or 5 days, visiting Bunia in the Ituri region. I met with different internally displaced persons, with authorities, civil society. And what I know and I learned is that they want peace. They want to regain back their lives. And they want to build a future without fear. We were also in Beni. And we met also with some internally displaced persons that had returned to their lands. And they also want to rebuild their lives, basically. Déjà à Genève, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, Judith Suminwa-Tuluka avait pris la parole pour alerter sur les conséquences humanitaires de l'agression rwandaise. Aujourd'hui, à Kinshasa, elle réaffirme ses combats, celui de la dignité, de la sécurité et de la justice pour les déplacés internes. Les acteurs de la société civile sollicitent protection auprès des membres du comité exécutif de l'ITIE dans l'exercice de leur métier. Ils l'ont dit au cours de la 133e réunion du comité ITIE présidée par le vice-premier ministre du plan Yembwe. C'est à suivre dans ce reportage de Peggy Mukunda. La 133e réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITIE s'est tenue sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du plan Guylaine Yembo. La situation de violation du protocole de participation de la société civile a été au cœur de cette rencontre. Les acteurs de la société civile réclament leur appui et protection aux membres du comité exécutif de l'ITIE dans l'exercice de leur métier au sein des secteurs miniers comme exige le protocole ITIE. Le comité exécutif a bien accueilli cette question préoccupante pour la société civile. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que nous pouvons résoudre la question à la base, donc à la racine. Donc, ce qui fait que nous avons demandé à ce que nous puissions écrire pour avoir plus d'informations avant que le comité exécutif puisse se prononcer et dans le sens de régler la situation de manière durable. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut perturber notre processus de validation. L'avancement des rapports ITIE RDC 2023-2024 était également à l'ordre du jour. Tout se passe très bien pour le moment. Tout les travail est bien abattu par la coordination avec les coordonnateurs. Donc je crois que nous sommes bien avancés même en termes de processus de validation. Et je crois qu'à partir du mois de juin, il y aura une dernière étape qui va être abordée avec le recrutement de l'expert et puis la DGI qui doit pouvoir remettre les éléments que nous attendons. Des explications claires sur différents autres points à l'ordre du jour ont été fournis à l'Auguste Assemblée par le coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Kaimbe. La faculté des droits de l'Université protestante du Congo compte à ce jour 30 ans d'existence. Des journées scientifiques sur le droit et défis sociétaux ont été organisées pour la célébration de cet événement. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Alain Bikaï Ishimel Kamoka. Autour du thème « Droits et défis sociétaux », ces assises de 2 jours, organisées par la Faculté des droits de l'Université protestante au Congo, UPC, ont offert aux participants un cadre d'échange sur les questions juridiques et sécuritaires. Le recteur de l'Université protestante au Congo, le professeur Robert Nkwim, est revenu sur l'importance du droit dans la société. La ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, qui a ouvert ses travaux, a reconnu le travail abattu par l'UPC dans la formation de l'élite congolaise. Je suis très satisfaite parce que je vois que le front scientifique continue.
selon les instructions que j'avais données pour faire avancer notre pays, surtout sur ce qui concerne l'apport des scientifiques. Et là, vous voyez que ce n'est pas seulement l'affaire des établissements publics, c'est aussi privé. Et nous sommes tous sur la vision du chef de l'État. Cette rencontre des scientifiques et chercheurs a été marquée également par le 30e anniversaire depuis la création de la faculté des droits de l'UPC, une occasion de poser la première pierre pour la construction d'une salle de conférences moderne. Cadeau signé Gulondo Mboyo, ministre d'État à l'aménagement du territoire à travers la Fondation Ouidal. On a voulu immortaliser les 30 ans. Nous avons pensé à travers la Fondation Ouidal, évidemment au nom du grand chancelier, son Excellence M. le Président de la République, afin que l'Université protestante au Congo puisse disposer d'une salle polyvalente des conférences. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a salué cette initiative. Couronnés de transparence et compétences, les travaux en panel ont permis aux participants de recueillir des informations claires et précises sur les questions évoquées au cours de cette journée. Au terme d'une mission intense en République démocratique du Congo, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme et des personnes déplacées internes a tiré la sonnette d'alarme lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Elle alerte sur les conditions inhumaines que subissent des millions de déplacés de guerre tout en appelant à des actions immédiates. Mamita Bangoulou pour le reportage. Elle peint un tableau sombre de la situation dans l'est du pays, plus particulièrement dans l'espace occupé par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Devant la presse, Paola Gavira Bentancourt, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits humains des déplacés internes, a présenté son rapport qui retrace à travers des témoignages recueillis les atrocités, violations des droits de l'homme et violences sexuelles commises sur la population civile. Ajouté à cela, les déplacements massifs de population. Le gouvernement a la responsabilité prioritaire de prévenir, de protéger, de répondre à les droits humains des personnes déplacées internes, parce que la souveraineté vient avec des responsabilités. Et ça, c'est les premières responsabilités d'un État. Et il est en train de trouver la paix. La rapporteuse spéciale n'a pas manqué de souligner les efforts humanitaires déployés, mais hélas, jugés largement insuffisants. Parce que mon mandat, c'est la protection et les droits humains des personnes déplacées dans les propres pays. Mais on sait que ça, c'est une situation que les HCR et agences internationales avec les gouvernements sont en train de chercher des solutions pour ces personnes-là. Par ailleurs, elle interpelle la communauté internationale pour un soutien massif, coordonné et durable pour améliorer la situation des déplacés internes. L'aide ne peut être seulement humanitaire, elle doit être également politique en agissant sur les causes profondes des conflits. Dans un contexte dominé par des récits alarmants, la République démocratique du Congo entend reprendre la maîtrise de son image sur la scène internationale. À Kinshasa, les autorités ont engagé un dialogue direct avec les délégations venues d'Afrique et d'Europe pour présenter les atouts d'un pays résolument tourné vers la relance de l'économie et la stabilité. Cédric Kenina, Rigienne Shindano nous en parle. Au-delà des clichés véhiculés par certains médias, la République démocratique du Congo fait preuve d'une résilience exceptionnelle en dépit de plusieurs décennies marquées par une instabilité dans sa partie est. Mettre en lumière une autre facette de ces grands pays au cœur de l'Afrique, tel est l'engagement pris par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, en collaboration avec l'association Amour et Solidarité. Ensemble, ils œuvrent dans la promotion d'une image objective, dynamique et positive de la RDC. La mission est qu'on puisse nous réapproprier notre histoire et que nous puissions communiquer réellement. La suite, c'est de pouvoir développer maintenant une collaboration, donc gagnant-gagnant, pour que nous puissions véritablement aller vers un développement de ce pays ici. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a présenté à l'assistance les efforts entrepris et consentis par le chef de l'État en vue d'atteindre une croissance inclusive. Les ministres de la Santé ainsi que le ministre des Finances, représentés par les directeurs de cabinet, ont également pris part à cette opération de charme.
au centre financier de Kinshasa avec les différentes délégations intéressées par la RDC. Parmi les atouts présentés aux délégations figurent notamment les réformes engagées par le chef de l'État dans plusieurs secteurs clés, la résilience économique, les potentiels du capital humain dans un pays riche en culture, ainsi que les avancées en matière d'inclusion financière. Parlons agriculture à présent. Le bureau d'études Almatec a présenté le résultat de l'étude sur le climat des affaires dans la zone d'intervention du programme national de développement agricole. C'était au cours d'un atelier de restitution en présence du vice-président du comité de pilotage. Regardez. Ils ont enduré cette situation pendant 3 mois. Le décompte final des agents des différentes banques publiques, à savoir BCA, NBK et BCC, ont retrouvé le sourire après le paiement de leurs dus, grâce à l'implication personnelle du ministre des Finances jusqu'à décanter la situation. D'où cette mention de gratitude au chef de l'État et à son gouvernement. Nous réitérons les remerciements à l'endroit du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, ainsi que à son ministre des Finances, son Excellence M. Doudou Famba, la régularité de la paie de nos décomptes finales qui a été illégalement interrompue depuis 3 ans bientôt. Avant d'atteindre l'échéance finale pour apurer les quelques mois restants, le collectif a procédé au remplacement des agents inactifs et complété l'équipe. Demandons, instruisons les collectifs à porter plainte contre les détracteurs qui s'étaient permis de bloquer notre paie du mois de février, mars et avril devant les instances judiciaires. Les préoccupations soulevées par les uns et les autres ont eu des réponses après échange. Et à ce stade, ils s'en remettent aux autorités du pays. Nous sommes allés vite en besogne. C'était plutôt un ouf de soulagement pour les cadres et agents des banques publiques. Ces derniers ont touché leur décompte final grâce à l'implication du ministre des Finances. Revenons à présent à cette activité de l'agriculture qui parle de l'agriculture. Le bureau d'études Almatec a présenté les résultats de l'étude sur le climat des affaires dans la zone d'intervention du programme national de développement agricole. C'était au cours d'un atelier de restitution en présence du vice-président du comité de pilotage. Reportage. Comment se présente le climat des affaires dans la zone d'intervention du programme national de développement agricole PNDA? Une réflexion a été menée par le bureau d'études du DIPRO en présence du président du comité de pilotage. Selon le coordinateur du PNDA, Jean de Dumbey, le passage à la fourchette exige une maîtrise parfaite du climat à la base. Ce passage de la fourche à la fourchette exige que l'on connaisse l'écosystème, que l'on connaisse le climat à la base. Quelles sont les contraintes à prendre à connaître et quelles sont les dispositions déjà à prendre pour résoudre ces contraintes afin que ce passage se fasse selon les normes et selon les facilités voulues. L'ingénieur Justin Chichungi, représentant du secrétaire général d'Amas Mamba, a catégorisé les résultats de cette étude qui va jeter le jalon pour opérationnaliser et assainir le climat des affaires. Les questions de semences, les questions, tous les autres facteurs de production, les intrants, et la question relative aux interventions des agro-dealers, tous les partenariats que le ministère peut avoir avec tous les intervenants sont les bienvenus pour capitaliser les résultats de cette étude et faire avancer les 3 composantes du PNDA qui va jeter le jalon finalement par rapport à ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de l'Agriculture pour opérationnaliser et assainir le climat des affaires en RDC. Si on est capable de mettre en phase les moyens et objectifs, on est tout à fait confiant sur la capacité du PNDA, a déclaré le chef de file du consortium Almater Aldec NTN, Patrick Faynet. Cette étude sur le climat des affaires conciliant et le développement du secteur agricole vise à impulser les activités agricoles, l'entrepreneuriat et la professionnalisation des petits producteurs. Israël Kantou Bakoulou, c'est le nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Homme de terrain, le général Kantou compte relever le défi de la sécurité de la ville de Kinshasa, une étape qui vient après celle du Congo central où il a été. C'est à suivre dans ce reportage de Jacques Abouaba.
Une nomination, mais une équation de plus à résoudre. Les commandants suprêmes des forces armées de la République et de la police nationale congolaise confient la ville-province Kinshasa au général Israël Kantoubakoulou. Il doit relever notre test après celui du Congo central durant les dernières années. Dans la province de la côte atlantique, il laisse des empreintes. Une police jugée prête à relever n'importe quel défi. Voilà les résultats d'un travail acharné. Nous sommes obligés à être disponibles. À part la disponibilité, nous devons être fidèles. On doit être fidèles avec notre serment. On n'a pas de policiers citerés pour rançonner la population, ni pour créer des infractions d'instruction. Mais c'est pour sécuriser cette population et c'est bien. Mission d'itinérance, action solide menée sur le terrain, dialogue de proximité avec la population, mais surtout le courage d'aller là où les devoirs l'appellent. La vigilance, c'est le trait caractéristique de ces Quinois natifs de Massina, forgés dans les entrailles des services de sécurité depuis 1985. Ils s'engagent dans les rangs des forces de l'ordre par une formation à Maluku. C'était que le début d'une longue carrière qu'il a amenée partout au pays. Nord Kivu, Otsuele, Mongala, Kwilu, Bandundu, Ituri, Kasaï oriental, Congo central et la ville-province Kinshasa. En partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et celui de l'Environnement, les experts du Centre interdisciplinaire de recherche d'applications en développement ont organisé une conférence sur la durabilité. C'était au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Reportage. Réunis au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères, les experts du Centre interdisciplinaire de recherche et d'applications en développement, CIRAD en sigle, participent à une conférence sur la durabilité en partenariat avec les ministères de l'ESU et celui de l'Environnement. Conférence axée sur les grandes transitions contemporaines comme levier d'une croissance durable en RDC, organisée en 2 panels à savoir transition philosophique, politique et sécuritaire et transition éco-économique. Cette conférence vient à point nommé. Le professeur Daniel Moulenda, l'un des panélistes, nous en livre la quintessence. Le monde est en train de bouger, c'est dynamique. Le premier constat, notre système d'enseignement ne nous facilite pas la tâche dans toutes les transitions qui se font. Il a été recommandé que franchement, notre système d'enseignement puisse commencer à mettre une langue nationale. Parce que des fois, la langue que nous utilisons, nous ne comprenons pas. En plus de la langue nationale, il faut qu'on change le modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons laissé notre économie entre les mains de sociétés non les plus éthiques, qui affaiblissent l'État, ne paient pas les taxes, ils pourront les fonctionnaires, qui affaiblissent les peuples, ils sont mal payés, qui détruisent les écosystèmes naturels. Désormais, les décideurs politiques, les gestionnaires des entreprises devraient intégrer la durabilité, c'est-à-dire la écologique dans leur management pour atteindre une croissance durable porteuse du développement. Et puis, l'Institut supérieur d'informatique, programme et analyse ISIPA vient d'organiser la 8e édition de Démotech au fleuve Congo Hôtel. Il s'agit d'une compétition des solutions technologiques des étudiants de cette alma mater, mais aussi un mécanisme d'incubateur de projets pouvant accompagner les idées innovantes des étudiants aux startups. Chimendondo. Kinshasa, 29 mai 2025, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse en sigle a organisé avec éclat ce jeudi au fleuve Congo Hôtel la 8e édition de Démotech, un événement majeur mettant en lumière les innovations numériques portées par la jeunesse congolaise. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le mot d'inspiration du DIPA, Martin Ekanda Ondimba, qui a salué le travail acharné des étudiants, soulignant le rôle essentiel de l'éducation technologique dans le développement du pays. Elle a appelé à une mobilisation continue pour une formation alignée aux réalités et défis du XXIe siècle. En sortant d'ici, mes étudiants ont quand même appris quelque chose, parce que ce que nous voulons, c'est amener notre jeunesse à l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs qui font développer un pays. Et aujourd'hui, au sein de l'ISIPA, avec Démotech, c'est ces leviers
qui pousse vers l'avant, qui va amener vers le développement. Nous avons besoin d'entrepreneurs dans notre pays, et pas seulement des consommateurs, mais ceux qui prennent les décisions, qui créent des sociétés et qui engagent, n'est-ce pas, les Congolais. Prenant la parole à tour de rôle, le secrétaire général Académie et le directeur général de l'ISIPA ont respectivement exposé la place incontournable de l'informatique dans la société actuelle et exprimé leur gratitude en l'endroit des autorités politiques, économiques ainsi qu'à toute la grande famille qui soutient sans relâche l'ISIPA dans ses quêtes d'excellence. Le spectacle des questions importantes de la République traitées sur la place publique ne favorise pas la concentration nécessaire pour faire face aux défis actuels de la République. Yves Mbaki, ambassadeur pour le changement de la mentalité, lance un message de prise de conscience. On l'écoute au micro de Edi Chalakatala. Il y a des moments dans la vie d'une nation où le silence devient une faute. Ce soir, je prends la parole non pour accuser, mais pour rappeler les valeurs, le patriotisme qui nous lie, ce qui nous oblige, ce qui doit toujours primer, l'intérêt supérieur du Congo. Notre pays traverse de nombreux défis. Nos institutions sont soumises à forte pression. Et ce que nous attendons tous du sommet de l'État, c'est la stabilité, une vision claire et une conduite digne. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Des questions qui auraient dû rester circonscrites au sein des institutions, notamment au gouvernement, se jouent désormais sur la place publique, sous les yeux de la nation. Et cette nation s'interroge, elle observe, elle espère, elle attend de choses, elle attend de l'exemplarité, de l'éthique, de l'unité. L'éthique républicaine est le fondement même d'une gouvernance saine. Elle exige des responsables qu'ils sachent élever le débat, se taire quand la tension monte et coopérer dans l'intérêt commun. Le Congo ne peut pas se défendre dans la division. Ses ennemis en profitent. Il ne se protège pas dans les querelles d'ego, il se défend par la vérité, dans la raison et par la droiture de la conduite. En tant qu'ambassadeur du changement de mentalité, je lance ici un appel. Que cessent les affrontements inutiles, que les institutions renouent avec le respect mutuel, qu'on se parle, qu'on se respecte, qu'on s'excuse s'il le faut. Le peuple attend une gouvernance digne et non pas des règlements de compte. Et pour terminer, nous allons parler du projet Mars FB. Il s'agit d'un projet qui vise à assurer une retraite digne des agents et cadres de l'État. Ce projet a reçu l'adhésion des secrétaires généraux, directeurs des services centraux, des directeurs des ressources humaines. C'est une initiative de Jean-Fidèle Mboyo, nous dit Chimendodo. Permettre aux agents et cadres de l'État de bien assurer leur retraite après les loyaux services rendus à la nation. Le projet Mars FBC, initié par M. Jean-Fidèle Mboyo, a reçu l'adhésion du secrétaire général, directeur de services centraux, le directeur de ressources humaines, le directeur des études et planification, ainsi tous les fonctionnaires de l'État. La salle de réunion du collège Boboto a servi le cadre pour la validation du cadre logique au projet Mars FBC après les amendements de certains paragraphes. Aujourd'hui, comme vous avez vu, ce sont les directeurs d'études et planification de toutes les administrations de notre pays qui se sont réunis pour effectivement consolider ce projet et adopter ce projet. Aujourd'hui, nous avons validé à notre niveau ce projet. Nous avons validé aussi son cadre logique. Et bien, maintenant, nous sommes capables de présenter au gouvernement de la République et surtout au président de la République, chef de l'État, lui-même est l'initiateur de la politique de la revanche du sol sur le sous-sol et que nous sommes en train de nous organiser comme une provision à la vision du chef de l'État. Tous les participants ont adopté ce projet qui sera envoyé auprès du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, le ministre d'État à l'agriculture, ministre d'État en charge du développement rural, ainsi que le ministre de la Pêche et l'Élevage pour aider les fonctionnaires d'entreprendre les différentes activités pour le développement de notre pays.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de la mi-journée, un journal que nous dédions à notre estimé confrère Patrick Bapouila Yamoulamba qui souffle sur une bougie de plus. Ce journal de Jean-Pierre Ndolo Demazou réalisé par Chimène Dondo, Maxime Androquois est complètement terminé. Nous disons merci à Alain Ngalia et Nzekele Bassosa qui ont assuré la partie technique. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Retrouvez à 19h Colette Lomba, 20h Sandra Nyangui. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.